Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau numéro inédit de Live and Let Live, avec ce soir, comme d'habitude, pour vous, un liveur petit nouveau dans Live and Let Live qui ne s'est toujours pas remis de sa chute de téléphérique dans Chainmaker d'Eric Saucine. Bienvenue Jessie Conja. Salut Jessie. Salut Jessie. Un liveur qui, en cette période de pandémie, n'a jamais masqué sa préférence pour Casino Royale 1967, Guy Eloi. Salut. Salut Guy. Salut. Un liveur de retour dans notre émission, mais qui n'arrive jamais à faire correctement le confinement, Patrice Godin. Salut Patrice. Salut Patrice. Un liveur calme qui pèse toujours ses mots, mais on aimerait qu'il la sorte plus souvent de sa coquille, Emmanuel Michler. Emmanuel. Salut Emmanuel. Et enfin. Non. T'as peur, hein, À chaque fois, j'ai peur maintenant. Un liveur pour lequel nous sommes toujours impressionnés par la vitesse avec laquelle il se remet en selle, Damien Nassi. Salut tout le monde. Salut Damien, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Jessie, bienvenue parmi nous, merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous aurions dû voir Mourir peut attendre au cinéma, vu que nous sommes le 11 novembre, après son premier port du mois de mars à cause de la Covid. D'ailleurs, je tiens à préciser que s'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait déjà vu depuis longtemps Mourir peut attendre, on l'aurait déjà en Blu-ray. Petit détail. Mais ce soir, quand même, on l'a toujours pas vu du coup. Pour nous consoler, nous allons passer une soirée bondienne sous le signe de Spectre, Mourir peut attendre, Taken, car nous allons recevoir Olivier Schneider, responsable des combats sur Spectre en 2015 et coordinateur des cascades sur Mourir peut attendre. A tout de suite, générique. Bonsoir Olivier Schneider, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes évidemment cascadeur, mais aussi réalisateur, scénariste et producteur. Vous avez travaillé notamment, pour ne citer que, sur le film Taken avec Liam Neeson, mais aussi sur Fast and Furious 6, Sans identité, toujours avec le même Liam Neeson. Jacques Audiard fait aussi appel à vous pour Deux rouillés d'os et Les Frères Sisters. Et en 2015, vous êtes embauché sur Spectre pour chorégraphier les combats. Et en 2019, vous devenez coordinateur des cascades sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Pour démarrer cette interview, moi je pose toujours la même question aux invités en premier. Olivier Schneider, est-ce que vous vous considérez comme fan de James Bond ? Alors oui et non. Ça, je vais étonner pas mal de gens, je pense, mais j'aimais beaucoup James Bond très très jeune, mais voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui passait à la télé, c'était un événement, je le regardais, mais j'ai jamais été un fan au point de avoir tous les James Bond, toute la panoplie de James Bond et connaître tout sur le James Bond. Voilà, mais j'aimais beaucoup James Bond. D'accord, merci pour cette éclaircissement. Jessie, tu as une question. Alors avant de poser ma question, déjà, merci Olivier d'avoir accepté l'invitation. Juste rappeler, si le film était sorti comme prévu en avril, on avait prévu au Club James Bond France un événement, Stone of Bond, où toi, Olivier, tu étais prévu avec tes 4 collègues de No Time to Die, Patrick Vaux, Yves Girard, Grégory Lofredo et Jean-Charles Rousseau. Et l'événement n'a pas eu lieu. Et je tenais quand même à saluer aussi tous les bénévoles du club qui avaient préparé cet événement. Ça aurait été un gros événement, 250 personnes attendues. Donc voilà, on aurait eu l'occasion de se rencontrer en chair en os et j'espère qu'il y aura l'occasion quand les journées seront meilleures. Donc voilà. Souhaitons-le, ouais. Voilà. Ça aurait été sympa. C'est ça. Donc ma question, c'est, on va aller au commencement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé sur Spectre dans un premier temps et comment s'est passée ta réembauche sur No Time to Die et notamment ta montée en grade tu es passé des combats sur Spectre aux cascades en général sur No Time to Die.
Euh, En fait, par rapport à Spectre, j'ai été contacté à l'époque par Gary Powell. Gary Powell, qui était le coordinateur des cascades depuis Casino Royale, de tous les Bonds. Enfin, il avait fait Casino Royale, il a fait Quantum of Solace, Skyfall, et également donc, Spectre. Et il cherchait quelqu'un qui allait être en charge, un chorégraphe de combat, pour les combats de Spectre, parce qu'il allait y avoir deux grosses bagarres dans le film. Et voilà, il cherchait quelqu'un de nouveau, avec un style, le mien apparemment, qui correspondait à ce qu'ils voulaient dans le film, suite à ce qu'ils avaient vu sur Taken, sur Safe House, sur Known, voilà, Fast. Donc Gary m'a appelé et moi j'étais évidemment très étonné et impressionné quand j'ai su qu'il s'agissait de Bond et de lui. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux venir à Londres la semaine prochaine au studio, rencontrer Barbara Broccoli, Michael Wilson et Sam Mendes. Donc j'y suis allé. Quand je suis arrivé là-bas, la première chose qu'ils m'ont fait faire, c'est signer. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait signer une NDA, donc une clause de confidentialité. Et puis ensuite, j'ai lu 3 pages, je crois. On m'a demandé de les lire. Et Barbara Broccoli est arrivée, s'est présentée. Michael Wilson est arrivé. Ils se sont présentés. Ils ont été vraiment très, très sympas l'un comme l'autre, très classe. Et ensuite, ils m'ont dit, bah voilà, tu vas aller rencontrer Sam Mendes et vous allez parler de ce que tu as lu et de tes idées. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai passé 1 heure dans le bureau avec Sam Mendes, très impressionnant aussi. Et au bout d'1 heure, il s'est levé, il m'a dit, bah écoute, j'ai très envie qu'on travaille ensemble. C'était OK. Voilà. Moi, à l'époque, c'était drôle. La petite anecdote, c'est qu'à l'époque, j'étais papa, j'allais être papa, je ne l'étais pas encore à l'époque où il m'appelle. Ma femme était enceinte. Et comme il fallait que je démarre le film en septembre et que la préparation du film début septembre et que mon fils était prévu courant juillet, je dis bah écoutez, on va voir si tout se passe bien, mais pour l'instant, je peux pas vous donner une réponse parce que voilà, je sais pas trop encore ce qui va m'arriver et j'espère que tout va bien se passer. Donc je suis parti sans dire oui en fait, mais ils l'ont totalement compris. Et donc j'ai dû partir moi le 1er septembre. Heureusement tout s'est bien passé. Et quand mon petit garçon avait 1 mois et demi, quoi. Donc ça a quand même été compliqué de partir, mais ça a été une aventure incroyable. Voilà. Donc ça c'était pour Spectre. Et suite à ça, on a passé 1 an sur ce film. Ça a été une expérience incroyable. Et ça s'est tellement bien passé que visiblement ils ont cru en moi pour me proposer après d'être le superviseur de toutes les cascades sur le prochain. Donc, effectivement, ma fonction ne s'arrêtait plus à gérer et chorégraphier les combats, mais à être vraiment supervisé à tout ce qui était cascade en général, que ce soit voiture, combat, physique, être voilà, le premier référent cascade pour les producteurs et le réalisateur. Alors, justement, vous nous parliez de Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. Guy, Ouais. tu as une question sur la famille Ion. C'est ça. Oui, parce qu'on dit tout le temps que Aeon, c'est une grande famille. Bon, tout le monde se rappelle, par exemple, l'histoire lors du tournage de L'espoir qui m'aimait, que le père Broccoli il a fait des spaghettis pour tout le monde. Est-ce que vous avez eu cette impression que c'était une grande famille? Et si oui, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à raconter ou... Une anecdote, il faudrait que je cherche, j'en ai plein, mais que ce soit une grande famille, certainement. C'est vraiment des gens, moi, que j'apprécie énormément, qui sont très humains, très bienveillants, qui respectent énormément leur équipe, qui les soutiennent. On peut aller parler à Barbara ou à Michael de la moindre chose à n'importe quel moment, et pas seulement si on avait la chance, comme moi, d'être chef de poste. N'importe quel technicien peut aller parler librement à Barbara Broccoli ou à Michael J. Wilson s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou s'il a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et ils se veulent, et pour eux, c'est une règle, ils se veulent très, très proches de leur équipe. Et ça, voilà, ils sont encore une fois très respectueux, très à l'écoute. Et des anecdotes, bah oui, j'en ai une, par exemple, tout simplement pour vous donner la personnalité de Barbara Broccoli. Voilà, on sait la femme que c'est et ce qu'elle a fait. Eh ben, je l'ai vue très souvent ranger une table régie, aller acheter des sucettes ou des confiseries ou des choses sympas pour l'équipe quand on avait des fois des moments un peu compliqués, juste pour mettre de la bonne humeur, pour être à l'écoute et puis elle venait vous voir au moment si tout allait bien, si vous n'avez pas besoin de quelque chose. C'est une femme extraordinaire et que je respecte énormément. Et,
j'admire. Voilà. Donc, c'est pas parce que j'ai travaillé pour eux. Je travaillais avec d'autres producteurs qui n'avaient pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, donc je peux comparer quand même. Et en étant à la tête d'une franchise comme ça, en ayant ce pouvoir-là, il pourrait très facilement, même Greg Wilson, donc, qui fait aussi partie donc de la bande, on va dire, de Eon, un des producteurs aussi de No Time to Die, est dans la même veine. C'est une ligne de conduite qu'ils ont. Et je peux vous dire que toute leur équipe les aime énormément et les apprécie. J'ai jamais entendu du mal, franchement, honnêtement, de Barbara Broccoli, de Michael Wilson ou de Greg Wilson. Voilà. C'est des gens vraiment chapeau, quoi. Alors, pour aller un peu plus loin, dans les coulisses, entre guillemets, des tournages, Emmanuel, tu as une question. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, vous avez vraiment une filmographie impressionnante, une filmographie très large, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier sur un tournage de James Bond qu'on ne retrouve dans absolument aucun autre film? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a beaucoup de choses. Déjà, on se sent responsable d'une franchise qui existe depuis plus de 50 ans, qui a vu passer des légendes du cinéma avec aussi bien devant que derrière. Euh, et, euh, et aussi, c'est quelque chose qui, effectivement, vous touche parce que moi, c'est quelque chose que j'ai connu petit, que j'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, quand un Bond passait à la télé le dimanche soir, je crois, c'était un événement, on avait 3 chaînes à l'époque. Donc, faire partie de ça aujourd'hui et de ce monde-là, c'est incroyable. Ensuite, on a des moyens qu'on n'a pas sur d'autres films. Donc, on vous donne beaucoup plus de jouets, si j'ai envie de dire, en termes de cascade. Bond, la franchise Bond connaît aussi beaucoup de succès, a connu aussi beaucoup de succès et en est consciente de par ses cascades. Donc pour un cascadeur, c'est vrai que la franchise Bond, c'est un peu le Graal, parce qu'on sait que déjà, ils sont très, très, très respectueux de la partie cascade et cascadeur, parce qu'ils savent que le film aussi repose aussi énormément là-dessus, et qu'on va vous demander de vous dépasser. Ça, c'est pour la partie pression aussi, parce qu'on ne va pas pouvoir faire quelque chose qui marche. Il va falloir aller chercher simplement quelque chose qu'on n'a pas vu, qui est différent, qui est sexy, qui est ce qu'on appelle un trailer moment, qui met en valeur aussi le personnage. Et on vous donne beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de pression parce que on demande le meilleur. Donc, mais encore une fois, tout ça dans une bienveillance. On se sent encadré. Et ce qu'il y a aussi de très impressionnant sur un Bond et très appréciable, c'est qu'on est entouré que de très, très, très bons techniciens. On a une équipe de malades mentales. Moi, je vois le responsable des effets spéciaux sur Bond, Chris Corbold. C'est juste le responsable des effets spéciaux sur 15 Bonds. Le mec a travaillé sur 15 Bonds. Donc, c'est incroyable. Quand on est entouré de personnes comme ça, et ça, c'est ça à tous les postes, hein, que ce soit à l'image, à la caméra, à la mise en scène, au costume, au make-up, on ne peut pas faire quelque chose de pas bien. Donc, en fait, chacun entraîne les uns les autres parce qu'on se dit, putain, ce qu'il fait, c'est vachement bien. Moi, dans ma partie, je peux pas décevoir. Un maillon de la chaîne ne peut pas décevoir les autres. Il faut tous qu'on soit au top. Et c'est ça un peu la particularité d'un Bond. Après, c'est aussi des décors incroyables. On tourne dans 4 pays minimum ou 5 pays dans le monde. On a 2 équipes minimum gigantesques. Des fois une splinter unit en même temps. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de tourner en main unit. J'avais une équipe en second unit et j'avais une splinter unit en même temps. Enfin voilà, on est là avec 2 talkies, 3 radios. C'est 200 personnes minimum par équipe. C'est tout un. Et puis, on va tourner dans des endroits inaccessibles qu'on a même des fois jamais vus, où on n'a jamais tourné, parce qu'on dit c'est James Bond. Donc, on a accès à plein de choses qui sont incroyables, quoi. On a des yeux d'enfant qui s'ouvrent quand on vit tout ça. C'est vrai. Voilà. C'est plein de choses, en fait. C'est découvrir un mythe et le vivre, en fait. Voilà. Je crois, et merci Olivier, je crois qu'on boit tous vos paroles parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant et c'est passionnant. Passionnant. Damien, Merci. tu as une question.
Oui, bah déjà, bonsoir Olivier, Bonsoir merci, Damien. merci d'être avec nous. Donc, c'est un grand honneur déjà. Ma question c'était, en fait, ça fait 60 ans enfin, ça va bientôt faire 60 ans que James Bond existe au cinéma. On a l'impression qu'on a tout vu, que tout a été fait. Et je Ouais. voulais savoir comment on imaginait un petit peu les cascades, comment on arrive à se renouveler, comment on peut aller encore plus loin, parce qu'on a l'impression que vraiment tout a été fait. Et combien de temps ça prend pour, par exemple, imaginer une cascade, la répéter et pour qu'elle ait le résultat final qu'on voit sur le film? Ça fait beaucoup de Euh, questions peut-être, mais ouais, non, 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 ça va. Je vais essayer de regrouper tout ça. Bah, déjà, ça part d'un scénario, mais il faut savoir que, encore une fois, sur une franchise de James Bond, c'est assez particulier le rapport aux cascades, parce que les cascades faisant partie intégrante du film et étant très présentes, des fois l'écriture va se caler par rapport aux cascades. C'est-à-dire qu'on a un rapport direct on a un draft au départ. Les scènes d'action ne sont pas tout le temps écrites, ou alors il y a des idées comme ça qui sont mises. Par exemple, la scène du train, quand je fais le spectre, il est écrit simplement que James Bond est en train de dîner dans le wagon-restaurant d'un train avec Madeleine et d'un seul coup, Inks arrive et un combat démarre, le combat titanesque. Voilà. Il n'y a que ça qui est écrit. À partir de là, moi, je sais que ça démarre dans un train, mais à moi de proposer des choses et de dire est-ce que ça va être dans 2 wagons, dans 3 wagons, dans 4 wagons, est-ce que tout se passe dans un wagon si c'est dans plusieurs wagons, est-ce qu'on va faire, dans quel ordre on va faire ces wagons? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Qu'est-ce qu'on va mettre en déco? Est-ce qu'on va faire péter des choses? Voilà, donc tout ça, c'est déjà des idées, on brainstorm au départ, moi j'y pense, je fais des propositions et moi, ma meilleure façon de m'exprimer, c'est de faire des prévises. C'est-à-dire que j'avais demandé, par exemple, sur Spectre, on m'avait reproduit un wagon en bois, pas exactement celui évidemment du décor, mais en gros j'avais des planches de bois fermées, j'avais mis des sièges en bois qui reproduisaient le wagon et j'ai commencé à mettre en place la chorégraphie de combat en redressant le wagon. Parce que j'avais prévu de faire ça dans 5 wagons, je crois. Donc j'avais fait une partie restaurant, une partie bar, une partie remise, enfin où il y en avait 4, je ne sais plus, et du coup une cuisine aussi. Et je commence à tourner des choses et à mettre les cascadeurs en situation et à réfléchir et à tourner des choses. Et au fur et à mesure que j'avance, je fais venir le réalisateur, je lui montre et en même temps, je lui fais ce qu'on appelle donc une prévise, c'est-à-dire que je filme, je fais un pré-tournage que je monte. Je mets même le son, la musique, tout ça pour vraiment l'immerger en situation. Et après, on fait une projection et on regarde avec Daniel, Craig, avec le producteur, avec le réalisateur. Et voilà, et on avance comme ça. Donc ça peut prendre des grosses séquences comme ça. Par exemple, le train, ça a peut-être représenté 2 mois, 3 mois, 4 mois de répétition. Mais quand je dis ça, c'est pas 4 mois tous les jours. C'est-à-dire j'ai peut-être mis une semaine en gros pour chorégraphier la bagarre. Et après, c'est pour tous les petits détails. Après, c'est pour régler toutes les petites choses où ça prend du temps. C'est-à-dire se dire, Daniel, à ce moment-là, lui, il vient répéter. Donc après, quand il va venir répéter, on commence à adapter la chorégraphie pour lui, à changer des petites choses. Et puis après, il commence à répéter avec l'autre acteur. Moi, je prépare en général chaque acteur séparément. Et quand ils sont prêts, je les mets ensemble. Et à partir de là, se dire, OK, là, cette pièce-là, peut-être, il faudrait faire une ouverture ici. Peut-être, il faudrait changer ça. Peut-être là, on a un vrai danger. On va renforcer ce truc-là. Et puis, en travaillant avec des acteurs, il y a des idées qui arrivent. Ils ont des idées, bien évidemment. Ils amènent des choses. Et donc, ça évolue. Donc, c'est pour ça que en tout, ça peut durer 3-4 mois parce qu'il y a plein de petites évolutions, retouches. Et Sam Mendes qui voit ça, il fait tiens, j'ai pensé à ça pendant la nuit. Ou le chef-op qui va arriver. Et du coup, on peaufine les choses jusqu'à un moment où on ne peut plus. C'est-à-dire jusqu'à un moment où moi, il faut que je donne des réponses à tous les autres départements pour que la décoration fasse son travail, les accessoires fassent leur travail, les costumes, et que je donne des réponses claires et nettes à chaque département pour que le jour où on tourne, on sache exactement ce qu'on fait, dans quel ordre, et ce qu'on aura besoin, et qu'on soit sûr que tout soit là. Voilà, donc ça peut, pour te répondre, le train, je te dis, c'était peut-être 2 mois et demi, 3 mois. L'hélicoptère, pareil, ça a été étalé sur 5 mois, mais je ne faisais pas de l'hélicoptère chaque jour. Mais il y a eu plusieurs étapes qu'on fait qu'au final, au bout de 5 mois, j'avais ma prévise et c'était calé. Et en gros, moi, jusqu'à une semaine du tournage, je vais peaufiner des choses. Je vais revenir sur des trucs pour que voilà, ce soit le plus près possible. Et
et le plus safe possible. Après, voilà, ça c'est pour des grosses séquences comme ça. Si tu as une bagarre qui dure 10 secondes, quelqu'un qui se fait assommer, je ne vais pas répéter 3 mois pour ça. Hein. Bah, après, les grosses cascades et tout ça, oui, c'est du temps. C'est du temps. Alors, Merci. justement, Olivier, je voulais rebondir sur la préparation sur Daniel Craig, l'acteur principal jouant James Bond. Il doit avoir un boulot énorme, en plus de travailler la comédie, Ouais. de répéter, de répéter et d'apprendre les différentes chorégraphies de combat, parce qu'il y en a quand même plusieurs dans un James Bond. Combien de temps Daniel Craig se prépare-t-il pour des scènes de baston? Il se prépare déjà en amont du film. Et c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même, Daniel, qui est très exigeant avec les autres, mais avant tout très exigeant avec lui-même. Donc c'est quelqu'un qui se prépare en amont du film, déjà physiquement, il a un coach sportif qui le prépare pour être prêt, pour être solide, parce que être acteur principal d'un monde, c'est énormément d'énergie, de fatigue. Alors, je sais, il y a des gens qui vont dire, mais ça va, il est bien payé, on ne va pas le plaindre. N'empêche qu'à un moment donné, c'est juste un homme et qu'on lui demande énormément, vraiment, entre son entraînement physique qui prend beaucoup de temps, sa performance d'acteur, le film qu'il a sur les épaules, sachant que Daniel aussi est producteur sur celui-là, donc il a un regard sur l'écriture, il a un regard sur tout, Daniel. Il a un regard sur tout, pas juste parce que c'est un problème d'ego, il le fait parce que c'est quelqu'un d'exigeant et qui veut être sûr qu'on va donner tous le meilleur. Et lui, le premier, il va donner vraiment son meilleur à chaque fois. C'est vraiment un des acteurs qui m'a le plus impressionné en termes de ce qu'il peut donner comme énergie sur un plateau et comment il peut aussi être vraiment à l'affût de chaque chose. Et du coup, l'équipe, voyant ça, voyant que lui donne tout, a envie de tout donner aussi. Donc, après, il est très pris parce que bah, du coup, il a évidemment un calendrier, un agenda qui est très busy. Mais donc, il se prépare en amont et pendant. Et après, bah, dès qu'il peut, je ne sais pas, de l'ordre de 2-3 fois par semaine, 2-3 heures par jour, il vient, il est avec les cascadeurs, il répète. Ça dépend, les séquences qui approchent, il essaie de travailler un petit peu dans l'ordre. En s'économisant, c'est à moi aussi. Par exemple, moi, quand j'étais sur No Time to Die, je lui disais, tu sais, cette séquence-là, elle arrive dans 6 mois, donc on va se focaliser là-dessus, qui arrive bientôt pour que tu sois prêt. Et parce que si on essaie de lui mettre trop de choses en même temps, ça ne sert à rien et ça sera un trop plein. Et au final, c'est plus, ça va le desservir plutôt qu'autre chose. Donc moi, je le préparais. C'était à nous aussi, les personnes qui l'entourent, de lui dire, on va se préparer là-dessus, on va te préparer là-dessus, parce que là, tu as encore le temps pour ça, t'en occupes pas, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Parce que c'est très physique, très stressant. Et vraiment, il se met tout seul une pression qui est énorme pour donner le meilleur et pas décevoir son public, voilà, et les fans. Alors justement, comme il nous reste encore 9 minutes d'interview, Patrice, tu avais une question sur votre destin de cascadeur. Patrice. Alors, déjà, je vais faire original. Bonsoir, Olivier. Salut, Patrice. Alors, on va sortir un peu de James Bond, en fait, et on vous laisse s'intéresser un peu plus à toi, et en particulier à ton enfance, en fait. Ouais. Et on voulait savoir, en fait, si tu étais, dans ta jeunesse, plutôt casse-cou, voire même bagarreur, ou alors est-ce qu'au final, rien ne laissait présager de ce qu'allait se passer dans ton métier plus tard? Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que j'étais casse-cou sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plein de problèmes parce que j'étais très curieux et j'étais j'avais beaucoup d'énergie étant gamin. Donc, du coup, il m'est arrivé pas mal de problèmes. Et j'étais pas le dernier à faire une bêtise, mais pas dans l'esprit de casse-cou, dans l'esprit simplement que je tenais pas en place et qu'il fallait que je fasse des choses. Donc, c'est vrai que j'ai donné un peu de soucis à mes parents. Et bagarreur, oui, jeune, oui. C'est pour ça que mon père m'a mis aux arts martiaux assez tôt. Et il a bien fait. À l'âge de 10 ans ou 9 ans, je crois, parce que j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Que j'étais un petit peu, on va dire, ouais, j'étais un petit peu bagarreur, mais
jamais avec des mauvaises intentions. Enfin, j'étais un peu le défendeur de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire que je ne supportais pas qu'on s'en prenne aux plus faibles. Et, voilà. Et donc, du coup, il m'arrivait pas mal de soucis. Puis j'aimais bien aussi chahuter, quoi. Encore une fois, je ne tenais pas en place. Donc, les arts martiaux. Et là, ça m'a calmé tout de suite, parce que je suis tombé sur des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi, très très vite, qui me l'ont fait comprendre. Mais en même temps, on m'a appris des valeurs, on m'a appris le fait, c'est des très belles valeurs, le respect, le fait d'être à l'heure, le fait de bien se comporter, le fait d'être une équipe, tout ça. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et après, j'ai plus du tout été la même personne, et c'était l'inverse. J'avais plus du tout envie de me battre, et c'était vraiment l'art martial. Et puis moi, très très vite, au-delà de l'art martial, ça a été l'art martial dans le cinéma qui m'a intéressé, vraiment. C'était pas trop le côté compète qui me plaisait, mais c'était le côté visuel. Et voilà, j'ai découvert Bruce Lee, j'avais 11 ans, 12 ans, et quand j'ai vu Bruce Lee, je me suis dit, waouh, je vais faire la même chose, quoi. Ça a commencé avec ça. Et moi, les arts martiaux, c'était ça, c'était Bruce Lee, c'était le cinéma, c'était ça qui m'intéressait, l'aspect visuel. Voilà. Damien, est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux? Il y en a énormément, Mathieu, donc je vais essayer de faire Des bonnes, assez j'espère. vite. Ouais, non, que Parce des qu'il bonnes. il nous reste 5 minutes. Ouais, il y a que des bonnes réactions et tout le monde est content de t'avoir comme invité. Donc, du coup, question rapidement. Quel tournage a été le plus difficile, Spectre ou No Time to Die? No Time to Die. No Time to Die. Ouais. A priori, tu aurais une anecdote sympa. Alors ça, c'est Laurent Perriot qui nous pose la question. Il paraît que tu as une très jolie montre et que tu as une très belle anecdote à nous raconter à ce sujet-là. Ouais. En fait, en fin de tournage, merci Laurent pour cette question. C'est en fin de tournage, le dernier jour, en fait, Daniel m'a fait appeler sur le plateau, m'a pris dans ses bras, m'a remercié. Il n'a pas fait ça qu'à moi, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et il m'a donné un sac plastique. Il m'a dit, tu l'ouvriras, pas ici, mais tu ouvriras ça chez toi plus tard ou à ton bureau, quoi. Et je pensais qu'il m'avait... Parce que sur Spectre, en fait, on avait eu des bouteilles de champagne numérotées, qu'il avait une cuvée spéciale qu'il avait fait. Je pensais, vu le poids, que c'était ça, en fait. Et je suis arrivé à mon bureau, et j'ai ouvert le sac, et j'ai eu J'étais très étonné, parce qu'en fait, c'était un coffret avec une montre dedans, une Omega, voilà, qui est celle-ci. Et qu'il a fait graver, avec marqué un petit mot pour moi, voilà, que je garde pour moi. Je tiens pas, mais il a gravé quelque chose derrière pour moi. Et voilà, c'est un cadeau magnifique, et c'était un moment très émouvant parce qu'il m'a pris dans ses bras. Et puis voilà, on a vécu une année tous. Ça a été quand même compliqué, ce film, pour plein de raisons, parce que c'était un très gros film. Voilà. Mais voilà, c'est ça l'anecdote de la montre. Très belle anecdote, ouais. Je continue. Oui. Résume, non, il nous reste dis-moi. 4 minutes. Oui, on m'a demandé si tu étais responsable des cascades automobiles, mais je crois que sur No Time to Die, oui, du coup, ce que tu l'as dit tout à l'heure, si j'ai bien compris. Alors, j'avais un collègue qui est Lee Morrison, qui est un très très bon cascadeur auto, méca et tout ça, qui était en charge, parce que c'est plus sa partie, moi je suis plus dans la partie physique qu'automobile, qui était plus en charge de la partie automobile, mais j'étais quand même en charge de superviser ça et de voir que tout allait bien. Et donc, il y a des parties qu'on a quand même chorégraphiées à deux ou imaginées à deux. Mais après, sur le terrain, c'était plus lui que moi. Voilà. D'accord. Il y a Dominique qu'on salue, Dominique Kiefer, qui nous dernière question. Ouais. Dernière question. Donc, comment est Dave Bautista dans la vie? Ayant suivi sa carrière de catcheur, j'étais content de le voir recruter comme henchman. Ses aptitudes à la lutte ont-elles été un atout précieux pour la scène de combat? Carrément. Des atouts précieux. Il est très très rapide, très physique. Il enregistre très vite et c'est quelqu'un de très sympa, voilà, très ouvert. C'est un vrai plaisir de bosser avec lui, vraiment. Une vraie présence, okay. Gros talent. Oui. Merci Damien, et puis merci à vous de participer. Alors je laisse le mot de la fin à Jessie. Jessie, à toi. Rapidement. Oui, je tenais à dire, voilà. Normalement, l'année prochaine, le film devra sortir, et au Club James Bond France, on a prévu un Le Bond spécial No Time to Die. Et dans ce Le Bond, il devrait y avoir, donc si le film sort, ça sera donc un dossier avec les interviews de toi, Olivier, et aussi donc de tes 4 complices, Grégory, Yves, Jean-Charles et Patrick. Donc ce qu'on avait fait en février dans ta salle. Donc voilà, il y aura l'occasion d'avoir encore quelques anecdotes dans ce magazine spécial l'année prochaine. Super.
On, Enfin, c'était- on avait énormément de questions. Merci Olivier, c'était passionnant. C'était passionnant. J'aimerais qu'on reste encore 2 heures de plus à pouvoir. Désolé, j'ai peut-être parlé un peu trop, Ouais. mais c'est vrai que c'est dur de résumer les choses Et, en fera une, si vous voulez. je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était passionnant. Oui. C'était Il va vraiment. falloir refaire une autre émission. Ah oui, sur le chauffage. Quand vous voulez, avec plaisir. une spéciale cascade, on prépare une spéciale cascade. Alors, ce sera peut-être l'occasion de se retrouver. En tout cas, Olivier Schneider, merci beaucoup. Merci Prenez à vous. soin de vous. Merci d'avoir Également. accepté notre invitation et merci pour votre gentillesse. Et je vous dis à nos auditeurs et à nos téléspectateurs sur YouTube, à tout de suite pour la deuxième partie.